Bienvenue au projet de balado-diffusion Ça jase dans le rang. Je me présente François Potvin, conseiller en développement agricole à la MRC de Maria-Chapdelaine. Et moi, c'est Mélissa Véro, je suis agricultrice et travailleuse sociale. Le projet de balado Ça jase dans le rang est une initiative de la MRC de Maria-Chapdelaine. Et pour arriver à bien dans cette aventure, nous nous sommes joints l'entreprise de Mélissa Véro. La vraie nature, service psychosocial. Donc, Ça jase dans le rang, c'est un moment qu'on prend pour parler, pour se parler. On aborde des sujets vécus par les producteurs et productrices. On essaie de proposer des stratégies, des façons de faire pour avancer, pour surmonter les petites difficultés. Bien évidemment, on n'a pas la solution à tout, mais l'important derrière l'idée de ce balado, c'est vous. C'est d'apprendre à vivre avec des deuils. C'est pas quelque chose qui est vraiment enseigné quand on est... on l'apprend avec l'expérience et à la dure. Hein. On prend, mettons, la croissance d'un jeune enfant, c'est pas quelque chose qu'on lui apprend vraiment. C'est plus dans le monde adulte, hein, de faire des deuils. Quoi qu'il y en a des plus petits à plus bas âge. Mais donc, on apprend là-dedans à vivre avec ça. Et c'est d'apprendre que finalement, la vie, c'est comme ça. On peut pas juste tout gagner. Il y a des choses qu'on doit lâcher en cours de route. Et que c'est sain par moment de le faire. Il y a du positif quand même dans certains... Il y a du bon, du contributif dans certaines choses qu'on doit laisser aller, mais on doit les laisser aller parce qu'au bilan, c'est néfaste. Bonjour Mélissa. Bon matin, François. Comment vas-tu? Écoute, je vais bien, puis j'ai le goût de te relancer la question. Toi, comment vas-tu? Ça va bien. Tu sais, on est début de l'eau. Bon, même si l'été n'est pas officiellement terminé, on s'entend que c'est la rentrée. C'est une grosse période de changement, hein? Tu sais, on revient tranquillement là, vers le fameux hiver. C'est vers là qu'on s'enligne. Mm-hmm. Toi, tu arrives de la période des bleuets? Bien, c'est ça, hein. Puis quand j'ai réfléchi au balado d'aujourd'hui, la réflexion que je me suis faite, c'est que je savais que tu allais me poser la question « Comment vas-tu? » Puis que tu allais bien me la poser parce que tu es un bon élève. Exactement, tu as vraiment bien appris. Puis, si je fais une réflexion sur comment je vais aujourd'hui, ce matin, dans l'ici maintenant, je vais bien. Mais si je prends, dans le fond, une vision plus large de comment je vais présentement dans la période où on est, où est-ce que tu l'as nommé, on est à la fin des récoltes, on est à la fin de l'été, je suis un peu en deuil. Parce que la période estivale, c'est une période que moi, j'aime beaucoup. Tu sais, moi, j'ai des bleuetières. Puis, la période de bleuets, c'est une période où est-ce que je fais la récolte à la main. Je commence aussitôt qu'il commence à en avoir des bleus. J'étais au bleuet à tous les jours. J'accommode mon horaire pour être en mesure de libérer du temps pour pouvoir prioriser cette tâche-là pendant que je suis dans l'été. Puis, c'est aussi un symbole de famille. C'est pour moi, la bleuetière, c'est de pouvoir passer du temps de qualité avec les gens que j'aime, de revoir des gens de la famille élargie, des amis que j'ai l'occasion de voir juste une fois par année, parce que ces gens-là vont profiter de l'aspect de récolte des bleuets qui est une fois par année pour venir faire un petit tour en bleuetière. Donc, c'est les pique-niques familiales, c'est des retrouvailles, c'est des belles discussions, d'avoir du temps de qualité, d'être tout seul avec quelqu'un en train de récolter, pas de pression du temps, pas rien qui nous interrompt. Fait que c'est pour ça que je te dis que c'est un petit peu une période de deuil, moi, quand cette période-là se termine. T'sais. Ah ouais. C'est un rush, mais c'est tellement agréable. Je vais tellement, dans le fond, rechercher de choses positives en lien avec ça. Puis, je pense que ces périodes-là, ça, c'est une période de transition. C'est des périodes qui sont communes à tous les passages dans une vie. Puis là, on l'a souvent avec, dans le fond, la fin de l'été parce que c'est la fin des vacances pour les étudiants aussi, le début de l'entrée scolaire, pour les parents aussi. C'est comme... Changement de routine. Oui, exactement. Puis c'est un peu comme les résolutions de début d'année. C'est comme, OK, on recommence un nouveau cycle dans notre vie. OK, là, on reprend comme le tour pour une prochaine année de travail où est-ce qu'on sait que les vacances de nos jeunes, même les vacances aussi des parents, vont revenir juste comme l'année d'après. Même pour les producteurs. Producteurs, c'est comme, on est dans une séquence où là, on va terminer dans le fond, là, on va tomber dans la récolte, de nos grains, mais ça va s'achever aussi. Puis après ça, on va recommencer un nouveau tour de roue là, qui va s'en venir juste au printemps. Oui. Fait qu'on est dans une période de transition. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, le thème que je veux te proposer, qu'on discute ensemble, c'est de parler dans le fond de deuil.
De deuil sous l'aspect du temps. Parce que le temps, c'est quelque chose qui est bien haïssable. Surtout quand il passe vite. Ben, c'est ça l'affaire. C'est que le temps, on ne peut pas le contrôler. Ouais. Fait que le temps, là, il nous glisse entre les doigts. On le contrôle pas, on la jette pas, on peut pas... C'est comme tu dis, on n'a aucun contrôle. Exactement, exactement. Puis souvent, on en manque. On en voudrait toujours plus, tu sais. C'est sûr que, dépendamment du contexte, de où on est, mais généralement, quand on a des projets, qu'on veut faire avancer notre vie, du temps, il nous en manque toujours. On voudrait toujours être capable d'en avoir comme un petit peu plus pour être capable de toujours faire avancer un petit peu plus nos affaires, nos projets. Je suis convaincu qu'avec la saison de Bleubec qu'on vient de passer, tu aurais facilement pris 1 heure à 2 de plus par jour, hein, à vous. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on n'est jamais totalement satisfait. Non, puis on le dit tout le temps, on entend souvent parler, ça serait donc bien plaisant d'avoir une semaine de 4 jours puis une fin de semaine de 3 jours. Oui, mais dans 10 ans, on va dire, ça nous prendrait une fin de semaine de 4 jours. Ben, exactement. Ben, c'est pour ça qu'il faut se pratiquer, en fait, à faire des deuils. Parce que se pratiquer à faire des deuils. Parce que c'est quelque chose qui s'apprend. Et que quand on va chercher des repères sur comment fonctionne la mécanique d'un deuil, ça nous permet après de mieux comprendre, d'être mieux outillés pour être capable de se faire des stratégies pour passer à travers un deuil. Parce qu'en plus, on n'est pas habitué, des deuils, on n'en vit pas tous les jours, heureusement. Puis en plus, on ne veut pas en vivre. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis. On en vit tous les jours. Oh! Parfait. Ben, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'on va se donner une définition de qu'est-ce qu'est le deuil, tu sais. Parce que, ben, comme producteur, on est des gens qui sont entourés de relations, on travaille beaucoup avec du vivant. On travaille avec nos familles, généralement. On est très proche, souvent, de nos propres parents qui étaient, dans le fond, les anciens propriétaires, qu'on a pris la relève. On est proche de nos enfants avec qui on travaille dans l'entreprise. Bon, souvent, il y a des gens, des oncles, des tantes qui vont venir donner un coup de main. On a des employés qu'on voit tous les jours. Puis, dans le vivant, j'inclus aussi tous les animaux. On va être en contact avec nos animaux. On va créer des relations privilégiées avec ces animaux-là. T'sais. Moi, dans mon troupeau, j'ai ma vache préférée. T'sais. On a tous nos petits animaux, nos familles d'animaux qu'on admire, puis que c'est comme, ils nous aident à progresser comme entreprise. Clairement. Puis on n'a pas parlé du chien qui est dans la famille depuis 15 ans, puis qui est partout. Exactement. Puis qui est devenu, dans le fond, un collègue de travail, là. Oui, parce que en agriculture, les animaux sont tout le temps là. On est tout le temps avec eux, là. Fait que c'est plus qu'aller faire prendre une... J'ai rarement vu un agriculteur être obligé d'aller prendre une marche avec son chien le soir. Le chien, il a marché toute la journée avec le producteur. Exactement. Fait qu'ils deviennent vraiment des acolytes qu'on trimballe comme toute la journée. Fait qu'ils deviennent un membre important dans notre routine. Fait qu'on en a, juste de savoir qu'ils sont avec nous, on va se sentir un peu moins seul parce qu'on va avoir justement créé une relation privilégiée avec cet animal-là. Mais, tu sais, là, on parle d'être en relation avec du vivant, mais il y a aussi toutes sortes de relations qu'on va avoir avec des éléments qui ne sont pas des éléments qui vont être nécessairement vivants, mais pour lesquels on va avoir un certain attachement, qu'on va avoir un sentiment qu'on aime quelque chose. Je te donne l'exemple du matériel. On a tous dans nos cours de producteurs certains éléments dans notre machinerie qui nous réfèrent à des souvenirs, qui pour eux vont représenter des symboles. Tu sais, moi, chez nous, là, on a un vieux tracteur Oliver qu'on peut même pas dire combien, dans le fond, qu'il y a d'heures de fait parce qu'il y a plus qu'un tour de compteur de fait. Fait que, tu vois l'histoire qu'il y a comme en arrière, ce tracteur-là. Puis, il devait être dans la famille avant. Ben c'est ça, tu sais, c'est un tracteur qui a suivi comme les générations de générations, qui a appartenu au grand-père, puis après ça au père. Vous le retrouvez tout un peu partout. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, il va y avoir aussi, justement, souvent du matériel pour lequel on va avoir une certaine symbolique, qui vont avoir un impact sur la façon qu'on va vivre les choses. L'arbre qu'on va planter à la naissance d'un enfant, tu sais, c'est comme si on plante ça dans notre champ. Puis moi, je me souviens quand on a racheté une bleuetière il y a quelques années d'anciens propriétaires, puis lui nous disait, moi là, il y a juste une chose que je vous demande, c'est que les 3 gros arbres qui sont plantés là, dans la bleuetière à cet endroit-là, c'est des gros pins. Il dit, j'y tiens, j'aimerais ça que vous les coupiez pas. Parce qu'eux les avaient justement plantés à chaque fois qu'il y avait eu une nouvelle génération qui avait repris la bleuetière. Fait qu'il y a un lien d'attachement spécial envers ces arbres-là. Fait que, puis là, on parle d'attachement envers des objets, envers des symboles, mais il va y avoir aussi un certain attachement qu'on va avoir en lien avec des projets, en lien avec des opportunités. Oui. Fait que tu me vois venir, hein,
lien avec le deuil. Hein? Fait que c'est pour ça que... Fait qu'on a envie, OK, j'ai envie de vécu plus que je pensais. Ben exactement. On a tendance à penser deuil, mortalité. Exactement. C'est pas juste ça. C'est pas juste ça. C'est pas quelque chose qui va être non plus quelque chose d'aussi tranché, d'aussi définitif, parce que dans la vie, toutes les fois qu'on va vivre une certaine petite perte, qu'on va devoir renoncer à quelque chose, on fait des micro-deuils. Ouais. Puis, on a beaucoup de choix à faire. Donc, choisir veut aussi impliquer de renoncer à quelque chose. Donc, à chaque fois que je renonce à quelque chose, je me pratique à faire des deuils. Okay. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la contribution que j'aimerais faire pour nos producteurs, notre monde agricole, c'est de les tenter, dans le fond, à les aider à être capables de mieux faire des choix. D'être capable, dans le fond, de faire des choix. Pourquoi? Pour pouvoir débloquer des situations, pour pas rester comme pris dans certains enjeux, tu sais. Puis je donnerais la comparaison de... Bon, il a mouillé beaucoup, là, ces derniers temps, là. Si je m'en vais dans mon champ, puis je suis avec mon tracteur, puis je reste pris dans la boîte, bien, il va falloir que je fasse quelque chose pour m'en sortir. Si je reste dans mon tracteur, pogné dans mon trou de boîte, à me dire « je suis donc bien mal pris, il a donc bien mouillé cet été, puis ça a donc pas de bon sens », puis... bien, j'avancerai pas à grand-chose. Mon ouvrage continuera pas d'avancer. Puis si tu le laisses là, puis tu t'en vas, le jour où tu vas en avoir besoin, tu vas être aussi mal pris. Ben, c'est ça. Fait que tu comprends qu'il y a un coût aussi à ne pas vouloir assumer ou à passer à travers certains deuils, c'est ça. Certaines situations difficiles, c'est la même chose que le tracteur qui est pris dans la boîte. J'aime l'image. Fait que, tu sais, il faut que je m'en occupe parce que si je m'en occupe pas, ça va être un pattern puis ça va constamment revenir et ça va continuer de me faire souffrir tout le temps autant. Oui. Fait que comment je fais pour continuer d'évoluer à travers tout ça? Oh. Fait que c'est un petit peu la contribution là, que je te propose qu'on puisse regarder ensemble parce que pour pas qu'on reste bloqué justement sur des anciens deuils, sur des histoires sur lesquelles on est resté pris, parce que sinon on va payer le prix, ça va nous coûter très, très cher en énergie, ça va faire en sorte que ça va perdre du sens. C'est comme quand on est pris avec une situation puis qu'on n'arrive pas comme à la résoudre, ben ça perd de son sens. On ne sait même plus pourquoi on le faisait. Fait qu'on perd la motivation, ça fait en sorte d'augmenter notre anxiété et d'augmenter le sentiment d'impuissance. Et si je demeure avec un sentiment d'impuissance qui perdure dans le temps de façon trop intense, ben là, je vais glisser vers des traits dépressifs, puis là, je pourrais aller jusqu'à de la détresse. Puis ça va avoir un impact aussi aux gens autour de moi, là. Exactement. Fait que, tu sais, on l'a parlé du temps, la vie est courte. Tu sais, l'espérance de vie, là, c'est comme si on se dit qu'on veut vivre jusqu'à 100 ans, là, comme monsieur à Normandin, notre producteur, dans le fond, qui va avoir 101 ans, monsieur Lévesque, monsieur Jérémy Lévesque, tu sais, bon, ben, tu sais, lui, il vit jusqu'à 100 ans. Ben, si on veut se servir de cet exemple-là pour faire comme, OK, ben, si on veut être comme Jérémy Lévesque puis pouvoir vivre jusqu'à 100 ans, demandons-lui la question, voir, monsieur Lévesque, votre vie, comment vous trouvez que le temps a filé? Puis je suis convaincue qu'il nous donnerait comme réponse, François, que le temps, il a glissé entre les doigts, qu'il n'a pas vu le temps passer. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il faut se préoccuper, il faut prendre les choses en main, puis pas justement laisser le temps filer. Il faut être capable, dans le fond, de s'organiser pour être capable de réussir des choses importantes, tu sais. Moi, j'ai en tête là, juste là, la parole de chanson là, de Dédé Fortin, des colocs. Là. Tu sais, je ne me rappelle plus dans quelle chanson, là, il disait la vie, c'est court, mais c'est long des petits bouts. Là. Ça, des petits bouts, on va donc bien trouver ça long, mais somme toute, puis je me rappelle, moi, j'ai entendu mes parents me dire quand j'étais jeune, profitez-en, ça passe vite. Mais tu sais, dans notre tête, tant qu'on n'est pas dedans, puis là, on le voit, on a pratiquement le même âge, mais on le voit, là, que on dirait que c'est une pente, hein? Puis rendu en haut, après ça déboule. Puis là, oh! Puis là, hein, on se dit, bon, ben le bon vieux temps. Oui. C'était donc le fun quand on était jeune. Puis notre enfance, on a donc des bons souvenirs. Moi, je me rappelle, enfant, une année, on n'en parlait même pas parce que c'était bien trop long. On mesurait jamais en année. Puis aujourd'hui, on mesure plus en mois, on mesure plus en semaine, on mesure en année. Fait qu'on voit tout de suite que la mesure du temps, l'échelle du temps Je suis d'accord avec toi. Fait que là, en même temps, je suis en train de prendre ton temps, justement, puis vu qu'il est précieux, je vais te le redonner. Comment faire des deuils pour apprendre à être plus productif, augmenter son rendement, être mieux capable de gérer notre anxiété, puis en même temps être capable de faire des choix.
Donc, c'est exactement ce que les producteurs sont en mesure de faire économiquement sur leur entreprise. Quand on prend une décision économique sur notre entreprise, c'est parce qu'on l'a réfléchi, on l'a mesuré, puis on sait qu'on n'est pas capable de tout avoir. Donc, on sait qu'on a un budget, exemple X, pour faire tel projet, bien, il y a des choses sur lesquelles on va devoir renoncer. Fait que si je décide de construire une nouvelle étape, puis que dans ma tête, mon projet initial est d'avoir une étable où est-ce que je vais avoir tout l'ensemble de mon bétail, que je vais avoir mes vaches qui sont en lactation, que je vais avoir mes animaux pour la relève et tout ça, mais qu'en bout de ligne, je me rends compte que ça n'arrive pas financièrement, bien, il va falloir que je fasse des choix. Donc, il va falloir que je vienne renoncer à certaines choses. Exactement. Donc, c'est un genre de deuil qu'on a à faire comme régulièrement sur notre entreprise. Puis souvent, ce genre de deuil-là, bien, on va être capable de transposer déjà des stratégies ou des habiletés qu'on utilise déjà comme gestionnaire, parce que les producteurs, ils ont appris à faire ça au cours, dans le fond, de leur pratique, parce que c'est une réalité courante là, dans la vie comme de producteur. Donc, voilà. Fait que, tu sais, ben, premièrement, si on se pose comme question, c'est quoi au juste un deuil, tu sais? Oui. Bonne question, parce que clairement, à la base, j'avais pas la même définition que toi. Mais puis en même temps, tu sais, François, tu as une définition qui est comme très commune. Les gens, c'est souvent ce à quoi ils vont s'imaginer que le deuil, ça va justement être le décès, ça va être la perte définitive. Des grosses pertes, là, oui, c'est ça. Ça va être la perte définitive comme de quelqu'un. Mais en fait, un deuil, c'est un processus de transition. Ça va être un passage. C'est comme si on a à faire une traversée d'un désert, puis on n'a pas vraiment de fun à le faire. Ouais. Fait que le deuil, c'est rempli de souffrance. Puis c'est ça qui est difficile, parce qu'on ne voudrait pas souffrir, fait qu'on voudrait essayer de trouver une stratégie dans notre cerveau pour être capable de pouvoir passer outre cette partie-là. On voudrait tout de suite se rendre à l'oasis, puis se sentir tout de suite bien, se sentir mieux, se sentir soulagé. Mais il y a quelque chose qui est impossible là-dedans. Il y a une espèce de passage qui est comme oublié, tu sais. Si je veux nier mon deuil, je vais le payer, puis je ne serai pas capable de continuer d'avancer. Ça va me rattraper dans le détour, c'est clair. Fait que le deuil, en fait, mettons que je vous parle en termes de plus scientifique, là, c'est une reconfiguration émotionnelle puis cognitive qu'il faut faire au niveau de notre cerveau. Fait que ce que ça veut dire dans notre langage à nous deux, dans le fond, c'est qu'il faut faire une espèce de reset sur notre façon, dans le fond, qu'on perçoit ce qu'on est en train de vivre. Parce que c'est un processus de détachement. Puis l'affaire, c'est que le cerveau, il est conçu pour s'attacher et non pour se détacher. Fait que le cerveau va lutter vraiment fort quand on arrive à se détacher de certaines situations, de certaines personnes ou de certaines relations. Donc, tu ne peux pas, par contre, concilier le fait d'avancer tout en restant accroché aux éléments du passé. Fait que tu es comme pogné entre deux forces, tu sais. C'est que d'un côté, tu es tiraillé par le fait que tu veux continuer à aller vers quelque chose, mais de l'autre côté, tu veux pas laisser aller le passé non plus. Fait que tu es comme pris constamment comme dans une espèce d'étau. Mais si tu restes coincé dans cette situation-là, je reviens avec mon tracteur dans la boîte, ben tu n'avanceras pas, tu sais. Puis on pourrait même faire un autre parabole, un autre symbole que, ben si je suis en train de transporter des animaux, puis que j'ai deux animaux, un de chaque bord, qui tirent chacun de leur côté puis qui veulent fuir parce qu'ils veulent pas collaborer, bien à un moment donné, c'est comme, si je lâche pas puis que ça tire de chaque bord, je vais briser, tu sais, je vais finir par me blesser, il va arriver quelque chose. Ou c'est à un moment donné, si j'ai pas réfléchi avant ma stratégie, à un moment donné, le corps va comme faire, ah ben là, je peux plus capable de tenir, puis je vais en lâcher un des deux, mais j'aurais pas... Ou les deux. Puis j'aurais pas réfléchi à, ben ça va être quoi la conséquence de lâcher tel? Puis là, après, je vais me dire, bon, ben si j'avais lâché l'autre est plus facile à repogner, oui, elle est plus docile, elle est plus chaleureuse, peu importe. Mais c'est que là, je risque de réagir sur le coup de l'impulsivité, puis de ne pas avoir planifié mon coup, puis là, me retrouver à faire, dans le fond, avoir des comportements qui vont avoir des conséquences que j'aurais voulu éviter. Fait que, tu vois, c'est quelque chose que j'entends parler pour la première fois, de planifier un deuil. On peut parler de ça? Planification d'un deuil ou de préparation au deuil? Puis je pense qu'on réfute tellement le deuil qu'on veut surtout pas se préparer au deuil. Bien, c'est que ça fait référence à de la souffrance. Hein.
Puis quand on fait face à de la souffrance, c'est que le cerveau veut tout faire, en fait, pour essayer de retrouver un sentiment de plaisir, de se sentir apaisé. Fait que quand on pense à se préparer à vivre des deuils, c'est que ça fait vivre de l'anxiété. Puis plus on avance vers cet état-là, vers la préparation ou les étapes, ben mon anxiété, elle va augmenter. Fait que ce que ça va donner comme signal à mon cerveau, c'est comme « Non, tu t'en vas pas dans la bonne direction. Regarde, je te donne des indices, j'augmente ton sentiment de malaise, mais tu continues quand même d'y aller. » Mais c'est que le cerveau nous envoie des signaux d'erreur quand il fait ça. C'est que c'est la seule façon de traverser un désert. C'est qu'il faut y aller. Puis il faut accepter qu'il va y avoir cette période-là où est-ce que ça va être extrêmement difficile. Mais un coup qu'on va l'avoir commencé, tranquillement, le temps va nous aider à s'apaiser parce qu'on va être capable de percevoir qu'il y a quelque chose à l'autre bout qui nous attend. Fait que ça prend un objectif, ça prend des buts, puis il faut être convaincu que c'est vers la bonne chose vers quoi on va. Fait que c'est pour ça que quand on va vers des situations de deuil, bien, il y a certaines étapes. Fait qu'il y a des étapes pour préparer un deuil. Puis, si tu veux, dans le fond, on peut commencer, dans le fond, à en discuter sur, bien, justement, comment on va faire pour faire ces choix-là. Fait que la première réflexion qu'il faut faire, c'est qu'il faut commencer par confirmer c'est quoi nos buts. Fait que qu'est-ce que je vise par rapport à ça? Est-ce que ce que je vise, c'est seulement comme me rassurer ou ce que je vise, c'est que je veux atteindre quelque chose de précis? Fait que, mettons qu'on se prend un exemple. Ça va peut-être paraître simple, là, un bris d'une machinerie qui nécessite un changement complet. Là. Tu sais, ton tracteur que tu aimais, tu l'avais depuis 20 ans, puis ça allait bien. C'est lui, quand tu avais un tracteur à prendre, c'est lui que tu prenais. Mm-hmm. Là, tu arrives du garage, la facture est trop élevée, faut que tu le changes, on ne peut plus le réparer. OK, parfait. C'est correct, ça? Oui, c'est un bon exemple. Là, on ne dira pas la couleur du tracteur pour être sûr de ne pas choquer personne. Parfait. Fait que, écoute, dans le fond, ça serait quoi mon objectif avec ça? Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que je veux faire avec ce tracteur-là? À quoi, dans le fond, ce tracteur-là me servait? Fait que c'est quoi l'objectif que je vise? Est-ce que ce que je vise, c'est de le garder comme en état pour être capable de maintenir le souvenir puis que mes futurs enfants puissent être capables de l'utiliser aussi? Ou encore, mon objectif, que j'ai un objectif qui va être plus en termes de rendement, de faire comme, présentement, est-ce qu'il répond encore à mes besoins pour faire les travaux dans les champs? Fait que si la réponse est, c'est plus un accessoire que quelque chose au niveau du rendement, je dois faire un choix sur, OK, présentement, mon entreprise, est-ce que je peux me permettre d'aller vers ça? Parce que ça nous amène à passer à l'étape 2 de c'est quoi l'énergie puis les ressources qui sont disponibles. L'exemple du tracteur qui est brisé, qu'il faut que je fasse le choix de, OK, est-ce que je le répare ou non? Puis c'est un vieux tracteur, mais pour lequel j'ai beaucoup d'attachement. Est-ce que j'ai de l'argent pour le réparer? Est-ce que j'ai le temps pour faire la réparation? Est-ce que cet argent-là, elle serait mieux d'être investi dans un autre projet? Comment, dans le fond, je devrais penser à investir cet argent-là? Ça va être quoi mon retour? Parce que le retour n'est pas seulement qu'un retour économique, mais ça va être aussi un retour sentimental. Fait que, tu sais, des fois, selon nos échelles de valeur, on peut avoir des projets qui, économiquement, qui font pas de sens. Oh, merci. Tu comprends? Mais qu'on fait comme, ça, là, moi, ça va me remplir. Ça va faire plein de sens pour moi. Fait que là, on revient, tu sais, comme à notre but. OK, si ton côté émotif est plus fort, ça veut dire que ton but là-dedans, c'est que tu as besoin de le garder. Puis, la question suivante que je dois me poser, c'est, OK, est-ce que je vais être dans des standards optimaux ou je trouve une façon de venir me satisfaire, mais en baissant mes standards? Je te donne l'exemple, mon tracteur il est brisé. L'objectif est de maintenir cet objet-là qui est rendu un objet comme historique avec une valeur, symbole familial. Donc, quels sont les standards que je recherche? Est-ce que c'est de le remettre en état comme s'il était neuf, puis de tout réinvestir? Exactement. Ou si ce que je veux, c'est au contraire, c'est que je vais baisser mon standard, puis je vais comme faire, regarde, c'est pas grave, là, si tout fonctionne pas à un dessus, là. Je le sors une fois par année pour embarquer mes petits-enfants puis leur faire un tour. Exactement. Fait que, tu sais, des fois, ça va faire partie de ça aussi, que je vais venir doser l'écart entre c'est quoi dans le fond que je souhaite. Est-ce que je souhaite avoir les standards optimaux parce qu'il y a un coût à ça? Ouais. Ou encore, je vais venir baisser les standards parce que mon objectif, ça va être de maintenir l'activité, la présence plus sur du moyen long terme.
Donc, on vient réajuster, en fin de compte, l'écart entre les deux. Ce qu'on appelle, dans le fond, c'est ça, d'être capable de faire des compromis, tu sais, parce que quand on veut trop augmenter nos standards, qu'on veut trop avoir des standards qui sont élevés, bien, c'est que là, on tend, dans le fond, à éviter d'avoir des deuils à faire. C'est comme, non, moi, je veux pas faire de compromis, là. Ouais, Mon tracteur qui a de l'histoire, tout ça, là, moi, là, je je veux qu'il soit pareil comme s'il était un nœud qui sortait du garage, là. C'est ça, mon attente, là. OK, mais si ton attente, elle est comme ça, est-ce que tu te rends compte qu'il y a une rigidité là-dedans, puis qu'il va y avoir un coût à travers tout ça? Puis là, peut-être que ça va pas avec ton objectif de base, qui était seulement de le maintenir dans l'entreprise en fonction des ressources disponibles. Puis, il y a une phrase qui me vient en tête, là, puis je suis certain que tout le monde l'a déjà entendu de la part de leurs parents, tu sais, on peut pas tout avoir. Non. Fait que c'est là que tu parles de compromis. Là, c'est sûr qu'on a pris un exemple rattaché au financier, où si tu as une capacité financière, tu vas être capable. Oui. Mais le deuil ne sera pas toujours comme ça. Fait que même si tu es le plus riche au monde, tu vas avoir des pertes quand même, puis ça va être encore pire parce que si financièrement, tu as toujours réussi à aller te chercher ton bonheur en gars, tracteur, répare-moi-le, je le paye. Ça me prend un nouveau pick-up, parfait, je le paye. Mais à un moment donné, ta perte n'est pas financière, puis tu peux pas acheter ta perte, elle va faire encore beaucoup plus mal. C'est là que je commence à voir ta stratégie de... Je comprends ce que mes parents me disaient. Contente-toi. ben, c'est ça. Puis, tu sais, bon, là, supposons qu'on parle de d'autres types là, de deuil. Là, on a pris l'exemple avec, le tracteur qui est brisé. Qu'est-ce que je fais? Bon, il faut que je fasse le deuil qui sera peut-être pas aussi beau que j'aurais voulu, mais je vais faire un compromis. Puis, c'est la même chose sur toutes les fois qu'il faut investir, puis que là, on fait un compromis en fonction de c'est quoi les ressources puis l'énergie qui est disponible. Mais les deuils relationnels. Oui. Les deuils relationnels, tu sais, François, moi, dans mon entreprise, mon beau-père est toujours très impliqué. Il est rendu à 75 ans. De votre côté, ta conjointe, elle aussi, elle a, dans le fond, sa mère qui est très impliquée au niveau de l'entreprise. Puis, on sait que ces gens-là ne seront pas éternels. Fait que, tu sais, quand on parle de deuil, tantôt, t'as été surpris un peu par le fait que je te dise que, tu sais, des deuils, il faut comme se faire des stratégies. C'est que sinon, on va réagir comme sur le coup, puis on ne saura pas trop sur quel bord, dans le fond, on va être tiraillé, puis quel bord qu'on va décider de lâcher parce qu'on n'y a pas nécessairement réfléchi. Puis c'est pour ça qu'on a tout avantage à pouvoir aborder ces sujets-là avant que la perte arrive. Puis c'est délicat parce qu'on ne veut pas y penser. Tu sais, moi, j'ai pas le goût là, de penser au jour où est-ce que mon beau-père ne sera plus là pour venir nous donner un coup de main. Non, on ne veut pas là. le voir. Puis délibérément, tu sais, quand on a cette pensée-là, on l'élimine le plus rapidement possible. Exactement. Puis, tu sais, pourquoi? Parce que le temps, il est compté, puis là, on fait comme, non, tu sais, là, la personne est encore là, elle est encore en vie, fait que je veux en profiter le plus longtemps possible. Fait qu'on est dans une espèce de petite phase de déni, où est-ce qu'on veut se jouer un tour à soi-même, on veut essayer de s'auto-manipuler pour se laisser croire que la vie va nous donner encore bien du temps. Mais, tu sais, on fait juste retarder un processus. Fait que c'est pour ça que quand on est en mesure de voir que nos parents vieillissent, c'est important d'en parler. Puis c'est important d'y réfléchir OK, c'est quoi que moi je vois comme processus, comme au terme de mon entreprise? Est-ce que je me vois continuer une entreprise sans mon père ou sans ma mère? C'est important d'y avoir réfléchi parce que si la réponse est oui, je souhaite continuer, il faut des stratégies pour être capable de venir compenser les responsabilités que cette personne-là avait. Tranquillement, il doit y avoir un transfert, puis une prise de responsabilité nouvelle par d'autres personnes pour pouvoir maintenir la survie de l'entreprise. Mais là, puis je te devance peut-être, mais là, tu sais, on parle de responsabilité, mais souvent, dans le domaine agricole, tu sais, c'est des parents. Fait que là, en plus de perdre, appelons ça un employé ou un associé ou quelqu'un qui faisait des tâches, en plus, tu perds quelqu'un qui fait partie de ta vie depuis toujours, un être cher, là. Fait que là, t'as-tu comme deux pertes? Oui, puis même, on pourra multiplier encore plus que deux. Hein? C'est qu'on vient superposer les deuils. OK. Parce qu'on perd un parent, on perd un collègue de travail, on perd un mentor, on perd un conseiller, on perd un ouvrier. Fait qu'il y a une superposition de deuil qui s'installe. Puis tu sais, le deuil d'un parent
est quelque chose de très difficile à vivre parce que il y a pas juste de la perte physique de la personne, mais il y a tout, dans le fond, le retour qu'elle nous apportait. Ouais. Fait que quand on perd un parent ou même quand le parent est vieillissant, il y a un processus qui se passe où est-ce qu'on doit réajuster nos attentes, nos standards, que ce qu'on aurait souhaité avoir comme parent, comme accompagnement, bien peut-être qu'on ne l'aura jamais. Puis ça, on le commence même quand nos parents sont encore vivants, tu sais. Puis on s'en rend compte en vieillissant de ça. Tantôt, je t'ai parlé du standard du tracteur, là, que c'est comme mon tracteur que je veux faire réparer. Je le fais-tu réparer pour qu'il soit en 1 ou je vais avec quelque chose de plus minimal? Bien, on a des attentes comme ça aussi en lien avec la relation parent-enfant. Fait que si, par exemple, je veux que mon parent soit fier de moi, puis que je suis rendue à 50 ans, puis que je continue, dans le fond, dans ma relation, de souhaiter que mon parent me dise que je fais bien les choses, puis qu'il m'encourage, mais que j'ai un parent qui est pas comme ça. Que lui, il dira pas des compliments, puis il reconnaîtra pas le travail que l'autre a fait, puis que, bien, ça se peut que dans ma vie, même si je suis à 50 ans, que je continue, dans le fond, d'avoir comme standard de souhaiter avoir le parent qui m'encourage, qui me réconforte. Fait que mais le parent, la relation parent-enfant est une relation d'autorité. Il est toujours en haut de la pyramide au niveau de cette hiérarchie-là. Clairement. Donc, ça va faire en sorte qu'il y a des attentes que je dois réajuster constamment. Parce que je ne peux pas avoir comme attente que mon parent va changer ou qu'il va venir répondre à mes attentes. C'est à moi, comme enfant, à venir ajuster mes standards, puis à profiter de comment est mon parent dans l'instant présent. C'est comme mon parent, là, il est là présentement, et puis qu'est-ce que je vais chercher de lui? En quoi est-ce que mon parent est bon? En quoi est-ce qu'il y a des qualités? En quoi est-ce que je le trouve beau? Au lieu de voir des standards qui n'ont pas eu de réponse. Fait qu'au lieu de voir que mon parent m'a pas donné ci, m'a pas donné ça, puis d'être encore dans l'attente d'aller chercher ça, c'est quelque chose qu'on a grand avantage à aller résoudre et pas attendre d'avoir la mort de quelqu'un, d'être sur le lit de mort pour être capable de venir résoudre comme ces enjeux-là. Fait que je te dirais que dans nos entreprises familiales, quand on est en affaires en famille, c'est quelque chose qu'on doit évoluer autant sur le plan humain relationnel, apprendre à faire des deuils du parent idéal qu'on aurait souhaité avoir que du parent qu'on a présentement, puis en même temps de faire le même processus mais opérationnel en termes de gestion d'entreprise. Quelles sont les responsabilités, quelles sont la délégation qui est faite à mon parent, puis comment on va faire pour tranquillement continuer de s'en aller vers une transition où il doit y avoir un transfert de responsabilité. Dis-moi comment c'est quand même un gros sujet. Oui, là, non, comment tu reçois ça, là, toi, François, là, qui écoute Je suis mes très propos? surpris. Puis depuis le début, on dirait que puis tu sais, jamais j'aurais imaginé qu'on avait, puis qu'on pouvait, puis qu'on devait se préparer au deuil. Moi, dans ma tête, c'est un incontournable. On en vit tous. On va tout avoir à en vivre à différents niveaux. Tu l'apprivoises au jour 1. Au jour 1 du deuil, c'est là que ça commence. Là, tu me dis que ça commence bien avant ça. Puis, à quelque part, j'étais un peu content, puis un petit peu réconforté. Fait que je me dis, OK, si je prends des mécanismes pour préparer mon deuil, il risque d'être moins pire. Bien, c'est que je vais souffrir autant. Oui, ça, c'est sûr. Mais je vais être capable de maintenir mes repères. OK, puis t'en sortir peut-être un peu mieux. Bien, c'est ça. C'est que je vais avoir des balises d'orientation. OK. Fait que quand je vais être envahie par la tristesse, par la souffrance, par la peine, par l'ennui, je vais savoir que c'est un processus qui est normal, puis que malgré toute cette détresse-là, cette souffrance-là, que je continue d'avancer vers quelque chose. Parce que je vais déjà avoir une stratégie. Je le savais que c'était ça le plan. Même si le plan ne faisait pas totalement mon affaire, que j'aurais voulu garder, exemple, on parle du décès d'un parent, que j'aurais voulu garder mon parent encore plus longtemps dans ma vie, mais il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, puis ça en fait partie. Donc, il faut que je trouve un sens pour que je puisse continuer d'avancer. Puis tu sais, c'est la même chose quand si je vis une rupture amoureuse.
C'est comme, il y a des stratégies où est-ce que parfois on va avoir été préparé parce que c'est nous qui va prendre une initiative, ou encore si on fait face à de la maladie, qu'on sait qu'un de nos proches est malade puis que ça s'en va vers ça, bien, qu'on peut se préparer. Mais il y a aussi les deuils où on va comme à quelque part subir la stratégie de quelqu'un d'autre. Puis même quand, parce que tu sais, si un deuil arrive subitement, puis que notre parent, c'est pas parce qu'il est vieillissant, qu'il était pas malade ou peu importe, que c'est comme, OK, il arrive un accident ou peu importe, là, il faut faire comme face à ça. Bien, c'est un peu le même processus qu'il faut faire, mais sauf que on n'aura pas pu y réfléchir comme à l'avance sur, OK, bon, ben comment moi je vais réagir? Mais il y a quand même des étapes, c'est les mêmes étapes quand même qu'il faut faire. Il faut se reposer comme question, OK, là, parce qu'il y a une deuxième affaire là-dedans, c'est qu'il y a les processus après le deuil. Moi, tantôt, quand on s'est parlé de, OK, comment on fait pour se préparer à vivre un deuil, mais c'est quand le deuil arrive. Parce que le deuil il va avoir des étapes dans le deuil, tu sais, qui seront comme vraiment bien connues, surtout, tu sais, comme quand c'est le décès de quelqu'un. Puis, tu sais, il y a comme 5 phases typiques, là, d'un deuil. Puis, dans ces 5 phases-là, ben quand on perd quelque chose puis qu'on peut pas le retenir, il va y avoir la phase de choc, tu sais, de déni, là. Fait que même si je me suis préparée à vivre la situation de deuil, ben il va quand même y avoir ces phases-là quand le moment de deuil en tant que tel va arriver. Fait qu'il va y avoir la phase, bon, de choc, de déni, on se sent pas bien, il y a quelqu'un qui vient de mourir ou je viens de perdre une opportunité ou de perdre quelque chose à laquelle je voulais, puis là, c'est comme je veux pas le voir, je voudrais pas que ce soit arrivé. Fait que la phase qui va s'en suivre, ça va être la phase de colère. Parce que la vie vient de nous imposer quelque chose qu'on n'aurait pas voulu. C'est comme la vie vient de nous envahir. Là. La vie est injuste. Exactement. Fait que c'est le sentiment de colère. Fait que c'est pour ça qu'on en veut à l'existence, parce qu'on se sent impuissant par rapport à la situation, puis l'impuissance va comme faire en sorte que le cerveau va vouloir rebondir en faisant comme non, c'est pas vrai que ça va se passer comme ça. Fait que ça, c'est la phase colère. Sauf que cette phase-là, elle n'amènera pas à résoudre la situation. Parce qu'on ne peut rien y changer. Donc, le cerveau va passer à la phase suivante. Tu es en train de me dire qu'on règle rien avec la colère? Non, la colère est importante. On a besoin de la colère dans notre vie. Mais c'est pas... Mais c'est que là, on va nous servir de phase comme tremplin pour passer à d'autres choses. Parce que la colère est une énergie. Fait que c'est comme, faut pas la voir négativement. Faut comme voir, OK, il y a quelque chose là-dedans. C'est quoi l'essence de ça? Puis comment je vais faire pour utiliser cette colère-là comme prochaine étape? La prochaine étape qui va s'en suivre dans des phases de deuil, ça va être le marchandage. Ça va être que là, on essaye de négocier avec soi-même comment qu'on pourrait faire, dans le fond, pour venir rattraper la situation. Fait que c'est un espèce de petit régulateur d'impuissance. Fait que parce que, dans le fond, on est en colère, là, on fait comme, OK, là, je peux rien y changer, mais c'est quoi que je pourrais faire pour peut-être que ça se passe un peu mieux, tu sais? Puis l'affaire, c'est que je peux pas revenir en colère parce que cette colère-là, je l'ai déjà utilisée comme stratégie, fait que c'est une étape qui est brûlée. Fait que là, mon cerveau fait comme, OK, là, j'essaie, je cherche comment je vais faire, puis le sentiment d'impuissance se maintient parce que je peux rien y changer, même si j'essaie de rattraper la situation. Fait que l'autre phase d'après qui va s'en suivre, ça va être un état un peu dépressif. C'est que là, tu sais, je vais avoir de la peine, je vais avoir de la tristesse, puis ça va comme faire partie des processus. Puis, c'est qu'à travers ce processus-là, va s'en suivre une phase d'acceptation. Parce que il faut que je passe par cette douleur-là, cette peine-là, pour continuer d'avancer, pour tranquillement faire comme, OK, là, je suis en train de le vivre, mais c'est bon de vivre ça. Parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de mon identité, et c'est normal que de lâcher quelque chose que j'aime, à laquelle mon cerveau était attaché, que ça soit quelque chose qui ne se passe pas de façon instantanée. Donc, on se raccroche à la notion de temps, que le temps va être un allié et qui va nous permettre tranquillement de se raccrocher à nos buts pour nous permettre de continuer d'avancer puis d'aller vers l'avant. Puis un coup qu'on va vers l'avant, bien qu'on prenne une décision, c'est comme, bien là, le deuil permet de prendre un sens. Fait que c'est comme si c'est le deuil d'une personne ou le deuil d'une relation, bien quand je suis dans l'acceptation, il faut qu'à quelque part que je sois content d'avoir vécu ce deuil-là. Parce que ce deuil-là va m'avoir permis de continuer d'avancer puis d'évoluer. Puis oui, il va avoir influencé mon évolution de vie, mais à quelque part, il a permis de me forger l'identité de qui moi je suis. Fait que, tu sais, si on avait à se poser comme question, ben est-ce que dans la vie, on souhaiterait tout
tout effacer les souffrances qu'on a eues. Tu sais, on est toutes les deux dans la quarantaine, toi puis moi, François. Fait que, tu sais, on a vécu toutes sortes d'affaires dans nos vies, des affaires plus tough. Mais en même temps, c'est comme, moi, on me demanderait, y a-t-il une partie de ta vie que tu voudrais effacer? Non. Pourquoi? Parce qu'elle m'a permis de construire des outils pour continuer de grandir puis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Fait que c'est pour ça que dans les étapes du deuil, il y a ces étapes-là qui sont comme importantes, puis que faut accepter, puis il faut continuer d'aller de l'avant tout en gardant comme nos balises. La période, dans le fond, de dépression que je te parle, qui est comme normale, c'est pas on n'est pas en dépression, mais c'est qu'on va se sentir comme déprimé, puis triste, puis on se donne des permissions. On a le droit d'être comme ça pendant un certain temps quand on vit quelque chose de tough, tu sais. C'est sûr. Mais où est-ce qu'on n'a pas le droit? Si on n'a pas le droit de s'abandonner puis de se laisser envahir par cette émotion-là, puis c'est comme j'ai une responsabilité, puis est-ce que ça altère mon fonctionnement? Je suis capable de, tu sais, au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, c'est comme, OK, là, c'est le temps de se botter les fesses, là, puis de faire comme, OK, là, j'ai des responsabilités, je me suis donné une permission, mais maintenant, je reprends certaines responsabilités, puis je reprends un certain contrôle sur ma vie, et de reprendre le contrôle sur certains éléments, ça va diminuer mon sentiment d'impuissance que j'avais, puis tranquillement, c'est comme, OK, là, on s'en va vers un autre point, puis on continue d'avancer. Je voudrais que j'ai moins de choses à dire aujourd'hui. Je suis comme dans ma tête depuis, depuis le début. Non, mais écoute, c'est ça. Je suis en train de me préparer tranquillement pas vite pour des deuils, là, je pense. mais c'est ça. En fait, tu sais, autant dans le fond que les deuils, que ce sont des deuils qui sont, bon, mettons qu'on fait un petit résumé là, en vue de s'en aller vers une conclusion, tu sais. Vers un deuil. Les deuils, c'est qu'on en fait à tous les jours. Et plus on apprend à faire des choix. Tu sais, comment qu'on peut se pratiquer là, à faire des deuils? Là? C'est qu'à chaque jour, je fais des choix conscients. Et quand je fais mon choix, je réfléchis à quoi je dois renoncer et j'accepte cette perte-là. C'est une acceptation. Tu sais, je te donne un petit exemple vite, là. Tu sais, on avait le balado aujourd'hui. Hier, j'avais une super belle opportunité de me réunir avec des amis productrices, que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Puis là, tout le monde, c'était comme un bon timing. Fait qu'on a comme fait, ah oui, on se rassemble dessus. Ben finalement, à la dernière minute, j'ai comme fait, ben finalement, savez-vous, les filles, que je vais me retirer. Je n'irai pas à la rencontre qu'on avait prévue parce que je veux me préparer pour mon balado, puis c'est le choix que je fais. Fait que, tu sais, j'ai fait un choix hier. Fait que choisir, c'est comme, ben est-ce que j'aurais voulu être avec mes amis? Est-ce que ça m'a fait un petit peu de peine de ne pas être avec eux autres? Ben oui, c'est sûr que j'aurais aimé ça avoir du plaisir, mais je le savais que le coût qu'il y aurait eu, j'aurais fait en sorte d'augmenter mon anxiété parce que j'aurais misé sur le moment présent. Fait que j'aurais misé sur du court terme et non sur, ben comment je vais me sentir demain matin? Fait que tandis que je sais que j'ai fait le bon choix. Oui, j'ai renoncé à quelque chose, ça m'a fait un peu de peine, mais ce matin, c'est comme quand je me suis levée puis que mon balado était préparé, j'étais comme, ben ça m'a permis de dormir une meilleure nuit, d'être plus en forme, de me sentir prête, de diminuer mon anxiété. Donc, tu sais, puis c'est quelque chose de banal, mais tu comprends que cette petite décision-là impliquait de faire des micro-deuils. Ouais. Fait que plus on se pratique, puis plus on va enseigner à nos jeunes, à notre relève, à assumer des responsabilités, à faire des choix, renoncer, bien plus à quelque part, on les équipe dans la vie pour être capable de faire face à des deuils. C'est là que j'allais, puis c'est là que le rôle de formateur, souvent en tant que parent ou autre, là, auprès des enfants, est super important. Puis là, je revois, puis tu sais, dans ma tête, je me disais, quand je voyais mes parents des fois dire non à des choses qui pouvaient, dans ma tête, être banales, puis là, je me disais, moi, que je sois parent, moi, je vais tout le temps dire oui. On peut pas, puis il faut tranquillement pas vite, parce que là, tu dis qu'il faut s'habituer, il faut se pratiquer au deuil. Bien, en tant que formateur, il faut aussi amener nos enfants à vivre des petits deuils ou des certains deuils, que c'est pas tout le temps la voie rapide, puis ça va tout le temps être oui, puis tout va être beau jusqu'au bout. Là. Puis c'est là que les plus gros deuils, appelons ça comme ça, font encore plus mal, parce que tu as zéro préparation. Là. C'est ça, t'es pas équipé. T'es pas équipé, puis tu penses que la souffrance va être la fin du monde. Ouais. Fait que ça vient amplifier les émotions. Tandis que si tu es habitué de gérer de la déception, de la tristesse, de la souffrance, puis que tu as des stratégies sur « OK, là, je vais pas bien, mais je sais comment faire pour être capable de m'en remettre », bien, c'est comme ça change tout.
Fait que c'est rien de magique, hein? Les relations interpersonnelles, la psychologie, comment fonctionne le cerveau, c'est comme, il n'y a rien de magique, c'est juste de comprendre comment on fonctionne. Puis déjà là, si les producteurs peuvent repartir avec, OK, ben aujourd'hui, mon objectif est comme juste que je suis en mesure de mieux comprendre c'est quoi qui se passe dans notre tête, puis comment on peut faire pour être capable de tranquillement s'habituer à ça, puis de se faire des plans, puis d'accepter que la souffrance fait partie de notre vie. Déjà, je pense qu'on s'enlève un poids sur les épaules, puis c'est comme, OK, let's go, on est dans la bonne direction, on s'encourage, on se lâche pas, on se tape pas sur la tête, puis on continue de voir vers où on va, de Clairement. se propulser. Oui, puis tu sais, faut pas... c'est ça, faut voir le deuil arriver, faut accepter les petits deuils. Comme tu dis, la souffrance, c'est un mot qui fait quasiment peur, on entend ça, on n'ose pas le répéter, mais il faut l'apprivoiser, il faut l'accepter. On peut pas juste tout le temps la mettre de côté, là. Sinon, elle va finir par revenir encore plus grande, puis c'est là qu'elle va faire plus mal. Il faut se pratiquer, tu sais. Un entraînement physique, c'est quoi? C'est de mettre à l'épreuve notre corps pour qu'à un moment donné, tout devient plus facile. Fait que sûrement que c'est la même chose par rapport à la souffrance. Si je la mets à petite dose tout le temps à l'épreuve, à un moment donné, les grandes doses de souffrance ils seront pas absentes, c'est sûr. Mais on va avoir plus de mécanismes, on va avoir plus de facilité à passer au travers. Puis j'ai aimé tantôt quand tu disais de ne pas perdre tes repères. Oui. Si devant la souffrance, devant le deuil, tu perds tout repère, c'est là qu'on peut chuter. Tu sais, on peut tomber dans certains moyens comme l'alcool ou la drogue, ou dire que ça va être vers ça je m'en vais, puis tout va bien. Il faut que tu continues quand même à focusser. Oui, ça peut être ralenti, tu peux arriver plus lentement, puis il faut prendre... On n'a pas abordé ça, mais il faut sûrement prendre un temps aussi pour vivre notre deuil. On peut pas... Puis on l'entend souvent, tu sais, il faut prendre le temps, il faut que tu vives ton deuil, il y a sûrement un mode de mécanisme où il y a quelque chose à vivre là-dedans, mais j'ai aimé vraiment garde ton repère toujours en vue. Tu prendras plus de temps à y arriver, mais garde ton repère. Là. Ben c'est ça. Puis tu sais, de continuer de se voir fort, puis de se voir bon là-dedans, puis de se donner les permissions. Oui. Puis en même temps, c'est comme, OK, je me lâche pas de vue, je m'abandonne pas. Puis d'accepter, c'est normal, ça va faire mal, ça va être triste. Oui, je vais être à terre, oui, je fonctionnerai pas pendant un bout, mais c'est ça, il faut l'accepter. Si tu te dis, mais voyons, qu'est-ce que c'est? Puis à n'importe quelle échelle, comme on disait au départ, on voyait toujours les grands deuils, mais même les plus petits deuils, tu sais. Si, je sais pas moi, un plus petit deuil t'affecte aussi, ben tu sais, minimise pas la situation. Accepte-le, puis continue à travailler là-dessus aussi. Là. Oui, puis tu sais, dans nos familles agricoles, on a quand même la chance, parce qu'on travaille avec du vivant, que nos enfants sont rapidement exposés à vivre des deuils. Oh oui. Parce que, tu sais, je parle pas juste de petits micro-deuils, d'avoir une déception, de pas pouvoir aller faire une activité ou peu importe, mais tu sais, de perdre un chien, de perdre une vache, si on parle à la mortalité. Exactement. Fait que ça, c'est un plus qu'on a dans le monde agricole, de pouvoir, dans le fond, pratiquer nos enfants. Parce que quand t'es jeune, si t'apprends à faire face à ça quand t'es jeune, imagine les outils que t'as dans ta vie, tu sais. Clairement, parce que le lien proche de l'agriculture avec le vivant change tout, là. Tu sais, moi, je suis arrivé dans le domaine agricole, j'avais 20 ans passés, mais mes 20 premières années, à part de la mortalité de grand-oncle ou de grands-parents, j'ai jamais rien vu. Oui. Depuis que je suis dans le monde agricole, oui, c'est pas nécessaire, mais tu sais, j'ai rapidement compris, OK, tout être vivant a une fin. Là. Exactement. Fait que, on est confronté en effet un peu plus à ça, puis les enfants aussi. Puis tu peux pas juste dire le matin où le chien qui était dans la famille depuis 15 ans et puis là, il est parti. Non, assis-toi, explique-le aux enfants qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui est arrivé, puis comment qu'on va vivre ça. C'est pas juste dire à l'enfant, ben là, le chien est mort, passe à autre chose. Non, c'est ça. Puis, tu sais, pour être capable de passer au travers, il faut justement que ça ait un sens. Ouais. Ce chien-là va nous avoir servi à quoi dans notre vie? Puis, si je suis capable de le rattacher avec quelque chose qui fait du sens, puis qu'aujourd'hui, c'est comme ça me permet de me propulser vers le futur, ben c'est ça que je veux garder, tu sais. C'est que le souvenir de ce chien-là va me rappeler à quel point, dans le fond, c'est important d'être accompagné, que ça nous permet de se sentir soutenu. Fait que, tu sais, tout ça va être... c'est ça. Le sens qu'on va être capable d'en extraire va changer beaucoup de choses. Je pense que tu viens de dire une phrase que j'adore, qui va nous servir à nous propulser vers le futur. Puis ça va être la même chose. On pense à nos êtres chers, à nos parents. Ils vont avoir travaillé une bonne partie de notre vie pour nous aussi. Là. Si on s'entend que on est parents, puis nos enfants, c'est pas mal la priorité dans la vie, on peut se le dire. Hein? Mm-hmm. Même si eux autres pensent que c'est pas ça. Souvent, le matin, la première affaire qu'on va penser, c'est bon, es-tu prêt? Bon,
Fait que, c'est toujours notre priorité. Fait qu'on va toujours travailler. Fait que même quand nos parents vont disparaître, il faut se propulser vers le futur parce que c'est ça qu'ils ont toujours fait, nous propulser vers le futur, nous préparer pour l'avenir, nous préparer pour demain. Et j'adore cette phrase-là, de nous propulser vers le futur. C'est ça que je pense que faut garder en tête par rapport à un deuil. Là. C'est ça. Faut sortir de la boîte. Oui. J'adore ça. Je pense que c'est un magnifique mot de la fin. Je pensais à... On va vivre un deuil de se quitter encore une semaine, mais on devrait se revoir bientôt. Avec grand plaisir, François. Puis je pense que c'est super bien emmené, puis de ne pas hésiter d'en parler. Je pense, puis on l'a peut-être pas abordé, mais tu sais, un deuil, idéalement, ça se vit pas seul. C'est pas d'hésiter d'en parler. Puis il y a un grand mythe en lien avec les deuils, hein, c'est qu'un deuil, on ne veut pas le résoudre en oubliant. On ne veut pas oublier que notre cerveau vienne faire, tu sais, comme une espèce de « ah non, ça, c'est jamais arrivé ». C'est pas ça, résoudre un deuil. C'est résoudre un deuil, c'est juste de faire comme « OK, ça a fait partie de ma vie ». Puis j'ai aimé quand même ce bout-là de ma vie, même si ça a été dur, même si ça a été souffrant, parce que ça m'a amené ailleurs. Fait que c'est pas grave, même si quand on repense à des souvenirs douloureux, de ressentir l'émotion qu'on a ressentie à ce moment-là. C'est juste normal. On est des êtres, dans le fond, qui sont émotionnels, on est des êtres de relation, on s'est attachés, fait qu'on est capable de se remettre dans la peau de comment on était à ce moment-là. Mais c'est comme, fait que c'est un piège de penser que, là, je repense à telle affaire, je repense à ma relation avec mon ex, puis là, quand j'y repense, c'est comme, ça me bouleverse, puis là, c'est-tu parce que mon deuil n'est pas résolu? Ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire ça. C'est normal, t'as aimé. Fait que c'est un processus qui est normal. Mais aujourd'hui, est-ce que ça te bloque pour continuer d'avancer? Es-tu capable de te réengager, d'être en relation avec d'autres personnes, de te réattacher à d'autres personnes? C'est vers ça qu'on s'en va. Fait que le deuil, faut pas viser à l'oublier. Il faut s'en servir pour construire. Exactement. Quel bon mot. Pas si pire, hein? Oui. Fait que, on en sort quelques-unes. Oui. Propulser vers le futur. Oui. Ça servir notre deuil pour construire notre avenir. Oui. Puis pas rester pris dans la boîte. Yes, en plein ça. Je pense que c'est les meilleurs mots de la fin. Merci beaucoup, Mélissa. Toujours un super plaisir. Puis un sujet quand même gros. Super bien abordé. Bien préparé. Tu as bien fait, malheureusement, de ne pas aller avec tes amis hier. Écoute. Ça paraît que tu étais vraiment bien préparé. Merci beaucoup. Bye. Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.